L'attachement, la manière d'aimer, le style affectif est lié au développement de notre système nerveux. Alors, l'attachement, c'est un vieux mot de la langue attachment, qui était un mot du quotidien, un mot banal, mais qui est devenu scientifique en 1951, où, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait tellement d'orphelins sur la planète, sur le monde, que ces orphelins étaient d'une violence extrême et très délinquants. Il y avait tellement d'orphelins sur la planète que ces enfants ne pouvaient survivre que grâce à la violence. Ils entraient dans les maisons, ils volaient, ils attaquaient les adultes, et c'était un phénomène planétaire. Et le directeur de l'Organisme mondial de la santé a demandé à mon maître, John Bowlby, d'essayer d'expliquer pourquoi. Et John Bowlby a bien expliqué pourquoi, mais il a commis une petite faute de verbalisation. Il a dit « ces enfants sont violents par carence en soins maternels ». Il a mis longtemps à corriger et à dire « c'est pas la carence en soins maternels, c'est la carence affective et c'est la carence sensorielle qui fait que ces enfants, ces garçons en majorité, ne peuvent survivre que par la violence, le vol et par la délinquance. » Alors ça a été le point de départ d'une révolution culturelle en psychologie pour moi, qui entraînait à poser les questions de manière totalement différente. Alors pour essayer de réfléchir à la manière dont les niches affectives, les niches sensorielles participent à la sculpture du cerveau, je propose 3, peut-être même 4 niches, mais sûrement 3 niches. La première niche, le premier habitat de tout enfant, de tout mammifère même, c'est le ventre des femmes. On a tous été un mammifère marin pendant 9 mois. Pendant 9 mois, notre mère a respiré pour nous, notre mère nous a fourni les aliments, et pendant 9 mois. C'est-à-dire que quand on est arrivé au monde, la deuxième niche sensorielle, ça a été une niche affective. Comme si notre mère était seule, la mère insécurisée ne peut pas être sécurisante pour son enfant. Pour qu'une mère soit sécurisante, il faut qu'elle soit sécurisée. Et la troisième niche sensorielle, c'est celle de la parole, et la parole qui caractérise la condition humaine, assez étrangement, la parole commence dans l'utérus. C'est-à-dire que les basses fréquences de la voix sont filtrées, les hautes fréquences sont filtrées par le corps et surtout par le liquide amniotique, alors que les basses fréquences traversent très bien le corps et sont très bien transmises par le corps et par le liquide amniotique, ce qui revient à dire que lorsque la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Donc la sculpture cérébrale commence nettement plus tôt que ce qu'on nous disait avant. Alors voilà ici les 3 niches sensorielles que je propose pour organiser mon exposé. Milieu, la bien sculptée. Le deuxième régulateur des émotions, c'est la maîtrise de la parole. Je peux te dire que je suis malheureux, je peux te dire que j'aimerais que tu m'aides. Si les enfants n'ont pas acquis l'expression verbale, ils ne peuvent pas le dire, il ne leur reste que le passage à l'acte. C'est-à-dire que le passage à l'acte est dû à une dysfonction cérébrale provoquée par une carence relationnelle, et dans le cas de Ceausescu, carence relationnelle provoquée par une décision politique criminelle et absurde. Donc je reprendrai ce raisonnement tout
tout à l'heure pour dire exactement le contraire. Alors maintenant, on arrive à un moment dans notre culture occidentale où on a fait des progrès. Il y a encore des progrès à faire, mais il y a surtout des manières de raisonner à changer. Or, dans notre monde occidental, j'ai dirigé, le président Macron m'a demandé d'organiser ce qu'on a appelé la commission des 1000 premiers jours. C'est-à-dire que ce raisonnement que je viens de vous proposer permet de poser l'hypothèse que, bien avant l'apparition de la parole, le cerveau des enfants est sculpté par les 3 niches sensorielles que je vous ai proposées, que je résume encore: la niche utérine, la niche du corps de la mère et la niche verbale. Ces 3 niches sensorielles tutorisent, sculptent des développements différents de l'enfant. Mais le bébé entend du bruit, il entend des sons. Son lobe temporal gauche, les neurones dégagent de la chaleur. Ça veut dire que nous, on comprend qu'ils entendent du bruit, ils travaillent, ils dégradent du glucose, ils dégagent de la chaleur, l'ordinateur est codifié pour transformer la chaleur en couleur. Si c'est très chaud, c'est rouge, si c'est moins chaud, c'est bleu, etc. Or, quand on parle autour d'un bébé de 3-4 mois, le lobe temporal gauche passe à l'orange ou au rouge. On voit qu'il entend du bruit. Mais quand Guylaine Dehaene dit « Madame la mère, adressez-vous au bébé, rapprochez-vous, regardez-le dans les yeux », Berthoz au Collège de France a montré que, même dans la première heure, quand il entend les basses fréquences de la voix, le bébé accroche le regard de la mère, la brillance des yeux et les saccades oculaires. Il ne bouge pas. Il a un objet qui le capture. Or, en regardant les saccades oculaires, en entendant les basses fréquences de la voix, sa bouche se trouve à la hauteur du mamelon. Il peut téter tranquillement. Tout est organisé autour de lui pour qu'il se nourrisse, tout est organisé. En revanche, lorsque on demande à la mère de regarder la télévision en même temps qu'elle donne le sein ou le biberon, ou lorsqu'on parle à la mère en même temps, on a mis une tétine avec un manomètre. Si le bébé interagit avec la mère, tac, 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 tac. Madame, regardez la télévision, regardez. La mère regarde, tac, 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 tac. Le bébé ne suce pas de la même manière parce que la mère ne l'investit pas de la même manière. Les écrans ont fait on a fait une petite manipulation pour, dès que la mère désinvestisse le bébé le sent, son monde sensoriel est transformé, il tète, il mange moins bien. On vieillit, mais alors maintenant on entre dans la 3e niche sensorielle, celle du langage humain, du langage verbal et des récits. La parole, c'est différent du récit. Très tôt, la parole, ce qui prédit l'apparition de la parole, c'est vers le 10e, 12e mois, quand un bébé pointe du doigt. Avant le 10e mois, il n'a pas la pronosupination, il ne peut pas désigner comme ça. Alors il crie, il s'agite, on comprend qu'il veut quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Au 12e mois, la pronosupination est en place, il pointe du doigt vers l'objet convoité, un nounours, un bonbon, papa qui arrive. Il désigne, il ne parle pas, il a 12 mois. Il y a 14 mois, il ne parle pas. Et pourtant, déjà, il désigne avec un geste l'objet convoité. C'est-à-dire qu'il a compris qu'on peut désigner par un geste et que vers la 30e mois, il désignera par un mot. Le mot va remplacer le geste et prendre sa fonction désignative efficace. Parler à un bébé, c'est vraiment lui donner un facteur de protection pour la vie. La plasticité cérébrale est telle, mais il y a quand même des périodes sensibles. C'est-à-dire qu'il y a une première période sensible, je viens de le dire, la 3e année, 20e, 30e mois. Il y a une deuxième période sensible, c'est l'adolescence, où les garçons et les filles ont un élagage synaptique, c'est-à-dire qu'il
ils traitent les informations plus vite avec moins d'énergie, en dépensant moins d'énergie. Les femmes ont un deuxième élagage synaptique au moment de la première grossesse. Ça veut dire qu'au moment de la première grossesse, elles arrivent encore plus vite à résoudre les problèmes du quotidien, plus vite et avec moins d'efforts que les garçons, qui auront peut-être un élagage synaptique, mais beaucoup plus tard. Donc ça veut dire que la sculpture du cerveau n'a pas les mêmes rythmes chez les garçons et chez les filles.